18h32 sur Europe 1, le quart d'heure des éditorialistes d'Europe Soir avec vous Nicolas Poincaré. Oui, Ombline, l'expertise et l'analyse d'Europe Soir, comme on vient de l'entendre avec Nicolas Bétou de l'Opinion, François Clémenceau du Journal du Dimanche et Natacha Polony pour la politique. Nicolas Bétou, on commence avec vous, on va parler de nos revenus. Tout à l'heure, on disait dans le journal qu'il y a deux études plutôt sérieuses aujourd'hui qui indiquent que les salaires des Français ont plutôt augmenté en 2007. Et puis, il y a surtout l'INSEE qui vient de rendre publique son étude annuelle sur le niveau de vie des Français. Et oui, c'est un travail très fouillé qui est une véritable mine d'informations. Alors, elle porte sur 2014, qui est la dernière année complète sur le plan statistique. Cette année-là, le revenu médian, le point médian en statistique, c'est le point qui partage exactement la population en deux parts égales. En dessous, il y a autant de gens qu'il y a au-dessus de ce point médian. Eh bien, le point médian, le revenu médian d'un Français, s'est monté à 20 150 euros. Les 10% les moins riches ont en moyenne gagné 10 170 euros et les 10% les plus riches, 37 260 euros. Pour compléter le tableau, un couple avec 2 enfants a un revenu de 42 320 euros, soit 3 530 euros par mois. Pardon pour tous ces chiffres, mais dernière information importante, une famille monoparentale est 3 fois plus souvent pauvre que les couples avec enfants. Et ce qui est intéressant, c'est de mesurer l'évolution sur plusieurs années. Ben oui, absolument. Et là, on a quelques surprises de taille. Première information, le revenu des Français continue à stagner au niveau où il était au moment de la crise de 2008. Ce sont évidemment le chômage et les impôts qui ont rogné sur le pouvoir d'achat moyen. L'OFCE, un institut de conjoncture assez clairement classé à gauche, vient de chiffrer sévèrement d'ailleurs le choc fiscal qui a été infligé aux Français entre la dernière année de Nicolas Sarkozy et le quinquennat de François Hollande, près de 50 milliards d'impôts supplémentaires. Jamais il n'y avait eu une telle purge fiscale et évidemment, ça provoque une stagnation. Est-ce que c'est une stagnation pour tout le monde ? Non, pas tout à fait. C'est une moyenne, bien sûr, comme souvent en statistique. Alors, on va assez finement avec l'INSEE et en réalité, on s'aperçoit que les écarts de revenus se sont resserrés depuis 2012. Les inégalités se sont réduites. D'ailleurs, je devrais dire, les inégalités se sont malheureusement réduites. Oui, car ce ne sont pas les bas revenus qui progressent, non, mais les plus hauts revenus qui ont reculé. Il y a toujours autant de pauvres en France. Le niveau de vie médian du Français ne bouge quasiment pas, il progresse un chouïa à 0,2%, et les classes moyennes reculent un peu. Mais tout en haut de l'échelle, les 5% les plus riches, alors là, reculent important de leur niveau de vie, et cela tous les ans depuis 2012. Voilà qui devrait réjouir Thomas Piketty, c'est un avocat inlassable des hausses d'impôts sur les riches, mais voilà qui explique aussi pourquoi la France a connu depuis des années un puissant exode fiscal. Pour l'économie en général, pour l'épargne, l'investissement, surtout pour un meilleur niveau de vie de tous les Français, il aurait mieux valu que ce resserrement des inégalités, certainement souhaitable, se produise grâce à une hausse du revenu des bas de l'échelle et non pas une baisse du revenu du haut de l'échelle. Peut-être que ça aurait permis que la France connaisse une augmentation plutôt qu'une stagnation du niveau de vie de la plupart des Français. Natacha Polony ? Je pense que l'information que donnait Nicolas tout à l'heure, et il a insisté dessus, la pauvreté des familles monoparentales est quelque chose qui n'est absolument pas pris en compte suffisamment par les pouvoirs publics. En termes donc de revenus, en termes de coûts et d'influence même sur le prix des loyers, en termes d'échecs scolaires, il y a quelque chose qui doit être fait. Il faut absolument traiter ce problème-là parce que c'est en train de créer des poches de pauvreté dramatiques. Et quand on parle des familles monoparentales, à 90%, ce sont évidemment, ce sont des femmes, donc ce sont les femmes. 80% des femmes avec un enfant, la plupart du temps un enfant, mais souvent plus. Natacha Polony, vous voulez nous parler ce soir d'Angela Merkel, qui, on le sait, le week-end dernier a reçu une claque électorale dans son fief de l'ancienne Allemagne de l'Est. Et du coup, on la croyait invincible, on s'aperçoit qu'elle ne l'est plus. Est-ce que cette défaite d'Angela Merkel en Allemagne va avoir des conséquences chez nous, en France ? En tout cas, il faut regarder ça attentivement. Alors, pour résumer, on a quoi ? On a une région d'ex-Allemagne de l'Est, le Mecklembourg-Poméranie occidentale, peu industrialisée, pas particulièrement prospère, mais qui a indéniablement profité de la bonne santé de l'économie allemande, notamment d'ailleurs parce qu'elle a pu embaucher des ouvriers polonais à bas coût dans ses fermes-usines. C'est une région qui voit passer peu de migrants, mais où on a ressenti évidemment les secousses de Cologne, des attentats de Bavière cet été, et résultat dans les urnes, Alternative für Deutschland, un parti donc fondé par des intellectuels critiques de l'euro au départ, et désormais centré sur l'immigration, vient d'arriver donc devant la CDU de la chancelière. Dans un pays dont on nous expliquait que sa santé économique le protégeait de nos méchants prurites populistes, c'est quand même quelque chose de fondamental. Alors ça nous apprend quoi sur nous ? Ça nous apprend que tous ceux qui nous disent « retrouvons la croissance et les crispations identitaires disparaîtront dans le grand bonheur consumériste » se trompent.
L'inquiétude face à un phénomène qui est vécu comme massif, comme incontrôlé, c'est le fait politique majeur en Europe dans les années à venir, la question du phénomène migratoire. Mais ça nous prouve aussi une deuxième chose qu'il ne faut pas négliger non plus. Ceux qui nous vantent en permanence la belle prospérité allemande se trompent aussi. Les nouveaux électeurs de l'AfD, ce sont des chômeurs, des ouvriers qui autrefois votaient à gauche, surtout justement dans ce land de Poméranie, et qui sont passés par l'abstention avant de revenir voter justement pour ce parti. Ce sont les perdants de l'ordolibéralisme à l'allemande, les travailleurs pauvres créés par les réformes Schröder, les retraités ruinés. Bref, la tentation populiste en Europe ne découle pas seulement des peurs identitaires, mais aussi d'une colère sociale. Et en fait, les deux problématiques se retrouvent à travers la question de la protection, celle que l'État doit à ses citoyens. Et vous en tirez quel enseignement pour la France, Natacha ? En France, comme en Allemagne, ce qu'on peut se dire, c'est qu'évidemment, il y a un plafond de verre. En France, il est un peu plus élevé, mais malgré tout, il reste là. Dans l'état actuel des choses, et sans nouvel attentat, parce que ça, on ne le maîtrise pas, les partis de gouvernement ne seront pas submergés. Mais si personne ne pense cette articulation entre questions identitaires et destruction du modèle économique et social de l'Europe, eh ben, ça ne durera pas. Nicolas Bétaux. Un mot pour souligner que ces intellectuels qui ont fondé l'AfD, ce parti anti-euro, ils l'ont fait non pas comme en France, on critique l'euro, mais parce qu'ils considèrent que l'euro affaiblit l'Allemagne et que l'Allemagne serait beaucoup plus forte avec un Deutschmark réhabilité. Oui. Oui, deux choses. La première, c'est que l'AfD a commis un nouveau péché dans cette région-là d'Allemagne de l'Est parce qu'elle a siphonné toutes les voix qu'avaient obtenues auparavant les néo-nazis, et ça, c'est une rupture par rapport à avant. Et la deuxième chose, c'est que ça reste quand même assez miraculeux de voir que dans ce pays qui a accueilli plus d'1 million d'immigrés en si peu de temps, le choc ne soit pas précisément plus rude qu'il ne l'a été. Donc ça veut dire aussi pour nous que, compte tenu du fait qu'on a accueilli 35 à 50 000 personnes, et encore sur le papier, pas dans les faits, le choc, le choc devrait être moins rude. Mais c'est vrai, là où Natacha a raison, c'est que le fantasme identitaire continue de jouer. François Clémenceau, vous allez maintenant nous apprendre un gros mot. Putang Ina, ou quelque chose comme ça. C'est en philippin. Ça veut dire fils de pute, tout simplement. Et c'est le nouveau président populiste des Philippines, Rodrigo Duterte, qui l'a employé en parlant de Barack Obama. Oui, et ça crée un problème parce que c'est personne. Parce que c'est mal tout le monde poli, savait d'abord. très bien. C'est déjà très mal poli. Non, mais bien évidemment. Mais tout le monde savait que ce personnage qui a été élu président des Philippines au mois de mai était un garçon brut de décoffrage, très mal élevé, qui avait peu de scrupules. Et lorsqu'il a promis dans sa campagne électorale qu'il allait tuer tous les criminels de son pays, les trafiquants de drogue, les repris de justice, parce qu'ils ne méritaient pas d'autre sort, tout le monde s'est dit, il n'ira pas au bout. Or, il a déjà fait tuer, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, 2400 personnes, et il estime qu'il est hors de question de s'arrêter en si bon chemin. Alors, il a fait tuer, il a lancé des appels au meurtre, il a dit, vous pouvez tuer les dealers, et les gens l'ont fait. Il a dit à sa police qu'elle avait le droit de le faire, et il y a un certain nombre de milices qui font exactement la même chose, sans que personne n'y trouve à redire. 2400 morts, donc. Tout ça, c'est extrajudiciaire, on est bien d'accord. Et donc, ça veut dire que le peu d'état de droit qu'il y avait avant qu'il arrive, évidemment, est en train de mourir. Résultat, les ONG, les églises, une partie de la société civile dit c'est le retour de la dictature, et ce n'est pas très étonnant puisque Duterte lui-même est un ancien disciple du dictateur Marcos. Mais le problème, c'est que lui-même dit, en surfant sur le sentiment de ses électeurs, Obama, le pape, tous ceux qui me critiquent sont des putanguina. D'accord ? Vous connaissez la traduction maintenant. Fils de pute. Et tout ça, c'est évidemment effroyable, mais il y a plus grave que ça, Nicolas. Et c'est quoi le plus grave ? Mais le plus grave, c'est que Duterte, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, certes, tout le monde est en train de le critiquer, mais les Philippines, en tant que pays, est soumis à une menace qui vient aussi de l'extérieur. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous traitez le président Obama comme il l'a été fait, eh bien évidemment, le président Obama a annulé la rencontre qu'il devait avoir avec Duterte. Ça devait se passer au sommet de l'ASEAN qui se tient en ce moment au Laos. Et c'est là où il faut se dire que Obama a essayé partout où il est allé en Asie depuis son fameux pivot, non pas de faire de la repentance, mais de s'incliner devant les victimes qu'il y a eu au Vietnam, au Laos, au Japon. Et la seule réponse qu'il a d'un pays qui est menacé comme les Philippines, menacé par l'expansion chinoise, c'est ce genre de traitement. Et ça pose un problème parce que ça montre à quel point Duterte est resté un homme du passé. Il continue de fonctionner comme si Obama était un partisan ou un activiste du néocolonialisme, comme lorsque les États-Unis avaient repris les Philippines en les arrachant aux mains des Espagnols après des siècles de domination.
et qu'en plus les Américains avaient été infoutus de pouvoir défendre ce pays lorsque les Japonais l'ont attaqué en 41. Et donc, vouloir prétendre qu'Obama aujourd'hui voudrait recoloniser ce pays alors qu'il veut simplement apporter des troupes, des navires de la 7e flotte pour se défendre face à une éventuelle agression ou provocation chinoise, c'est quand même très embêtant. Et tout ça montre que les Chinois pourraient maintenant exploiter cette faiblesse de la relation entre les Philippines et les États-Unis pour pouvoir la jouer en leur faveur. François Clémenceau du JDD avec Natacha Polony et Nicolas Bétou pour le quart d'heure de l'opinion et des éditos. Dans un instant, les médias avec Eva Rock et le Zap de Maud Descamps. À tout de suite.